Im Münstertal erzählt man, dass die kleinen Zwergler, wo während dem ganzen Sommer in der Tiefe von der Bari leben und wohnen. Wenn der Melker fortgegangen ist von seiner Melkerei und am Michelstag an September, in die Melkerei gehen, da oben, da wo der Schnee kommt, da wo der Wind kalt wird. Und der kleine Zwergler, da tun sich einrichten mit ihrer Zwergkühe. Sie tun Käse und Butter machen, wie die Melker. Und sie sind ganz glücklich da oben. Aber eins ist sicher, sie haben nicht gern die Wunderfetzigkeit der Menschen. Denn wenn ein Mensch heraufkommt, ohne guten Grund, zum Beispiel die alte Uhr vom Großvater vergessen zu haben, dann waren sie argwürdig und wenn er Polder nehmen ihn als Gefangener auf oder danach einmal sie ihn verrissen. Der kleine Zwergler, der hat besonders die Weihnachtsnacht gern. Warum? Es ist die Nacht vom Licht, vom Teilen, von der Liebe. Und während dieser Nacht kommt der kleine Zwergler, der in der Melkerei auf dem Bari wohnt, in den Hauch vergessen, auf die Fest, wenn wir sagen, auf dem Kamm, zum Beispiel Karpolzen oder Hahnebrunner oder Schissrot oder andere Melkereien sind ja so viele Glasburgen. Sie kommen da nur rauf oder nach Bari, einmal an Ski oder Schuhe. Sie tragen auf dem Gritz, auf dem Regen, haben sie ein Kratz, ein Hut voll Butter. Früher hat man Ange gesagt, Käse, Münsterkäse und ein paar Goldstückler. Und wenn sie nachgehen von ihrer Melkerei, gehen sie Tal nach, während der Weihnachtsnacht, noch Mitternacht, gehen sie ein wenig in die Häuser, wo Leute sind, die allein sind, einsam, traurig, wo Geschenke bekommen, wo Geschenke kennengeben, Leute, die kein Geld haben, die nicht wissen, wer schöne, richtige Weihnachten zu leben. Und während dieser Nacht kommen die kleinen Zwergler, denn sie sind der Ausdruck von der Fruchtbarkeit von der Erde. Die kleinen Zwergler kommen danach, gehen in die Häuser und in der kalten Stube oder in der Küche, während das die Leute schlafen, vielleicht mit schlechten Träumen, legen sie auf den Tisch von der Küche ein schönes Stückchen Butter, ein guter Münsterkäse und ein paar Gold- und Silberstückchen, für das die Leute am anderen Morgen euch ihre Weihnachtsfreude können haben. Je suis de passion, de compétences historien folkloriste, donc j'étudie les traditions, les croyances populaires, les légendes de l'Alsace, en tenant compte du fait que nous sommes une région carrefour, donc qui est faite de toutes sortes d'influences qui s'entretissent et qui se retrouvent d'une manière ou d'une autre ici sous différentes formes. J'ai commencé à écrire surtout à partir des années, je dirais 85-86, donc ça remonte à peu près maintenant à 25 ans. Et depuis, je n'ai pas arrêté, publiant en moyenne 2 ouvrages par an. Alors il faut savoir que beaucoup de ces ouvrages sont à feu doux pendant au moins 1 à 2 ans. Là, je suis en train de préparer un livre sur les légendes des fantômes et revenants en Alsace. Ça fait 2 ans que j'y travaille. J'en ai au minimum encore pour 6 mois, sinon plus. Mais je ne suis pas pressé. Je préfère prendre le temps et faire quelque chose de bien que le contraire. Donc, j'ai écrit également, j'ai publié un livre sur les traditions de Noël en Alsace. J'ai traduit des ouvrages comme les surnommés sobriquets des villes et villages d'Alsace. J'ai sorti des livres, un ouvrage avec Bernard Steur sur plantes, croyances et traditions en Alsace. J'ai sorti un livre sur les marquaires d'hier, fermiers d'aujourd'hui. Je ne saurais même pas vous dire la liste par cœur parce qu'il y en a à peu près 30 à 32, dont 4 recueils de poèmes, dont le dernier a paru il y a maintenant 2 ans aux éditions Jérôme d'Aubensinger et qui s'appelle Knochta Bourgeon, puisque c'est toujours dans ce souhait d'une renaissance ou d'une plus grande vitalité de l'alsacien. Le mot tradition signifie exactement ce qui est donné d'une main à l'autre. C'est ce qui
nous accompagnent pendant toute notre vie. Ce sont des rites, ce sont des symboles, ce sont des fêtes importantes comme Noël. Et tout ça, c'est très important de le transmettre, mais en l'expliquant, sans pour autant jouer quelque chose de passéiste en disant que autrefois, comme on le dit parfois, autrefois c'était bien et beau. Non. Non, non, il faut simplement dire, voilà, c'est une des dimensions de la vie culturelle de l'Alsace, il y en a d'autres, et moi je suis pour que l'Alsace soit la plus créative, la plus dynamique possible. Le Noël alsacien, comme je le disais en introduction, est une sorte d'entretissement de différentes influences qui nous viennent essentiellement du côté germanique, donc du côté allemand, puisque l'Alsace a été allemande pendant de très longues années, voire des siècles, et que notre Noël, à notre manière, est un Noël plutôt de sensibilité germanico-allemande, c'est clair. Vous avez quand même relativement peu de santons. Les santons sont provençaux, ils viennent du sud de la France, mais on en trouve relativement peu. Chez nous, Noël, c'est quand même associé au sapin. Le sapin est, paraît-il, un authentique Alsacien qui serait apparu en 1521 à Sélestat. C'est aussi un Noël qui est marqué par des brédalas. Les brédalas sont de toute façon rhénans. On ne les trouve pas, si vous allez dans le restaurant de la France, vous trouvez d'autres friandises ou d'autres pâtisseries, mais pas ça. Je tiens ici en main 2 roses qu'on appelle les roses de Jéricho, qui font partie traditionnellement des rites de la nuit de Noël. Et je trouve important de les remettre au goût de jour et de les faire connaître, parce que je trouve que c'est un élément très vivant de la nuit de Noël. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de 2 plantes du désert. Celle-ci est beaucoup plus connue, on peut les trouver chez les fleuristes, on peut l'acheter par exemple à l'hôtel de ville de Mulhouse, au bureau de l'Office du tourisme. Celle-ci est beaucoup plus difficile à trouver. Alors venons-en d'abord à celle-ci. C'est donc une des variantes de la rose de Jéricho, Anasatica hierokuntica. De quoi s'agit-il? C'est une plante du désert qu'on met la nuit de Noël dans de l'eau. Et sous le contact de l'eau, elle va s'ouvrir, elle va s'épanouir, elle va grandir, s'ouvrir comme un poing. L'autre, c'est la Selaginella lepidophylla, qui est aussi une plante du désert. On la met dans l'eau, elle va s'ouvrir, et quand elle est entièrement ouverte, à peu près au bout d'1 heure et demie, elle a la couleur verte dedans. Donc c'est le signe que si elles sont bien ouvertes, elles vont annoncer la qualité et surtout la quantité des récoltes de l'année à venir. J'avais pour habitude, le soir, avant que les enfants se couchent, de leur raconter quelques histoires. J'avais appris les contes des frères Grimm, et puis j'ai découvert les récits alsaciens. Je me suis dit, pourquoi ne pas raconter les récits alsaciens? Et c'est comme ça, progressivement, à travers l'expérience de la chanson sur scène, que j'ai découvert aussi le conte, mais j'ai mis un certain temps à devenir conteur. Est-ce que je lui suis totalement? Je n'en sais rien. En tout cas, j'aime transmettre, conter, partager avec les autres ces récits magnifiques qu'il faut prendre en bouche et qu'il faut accueillir dans son oreille pour qu'ils soient vivants, puisqu'ils sont vivants de bouche à oreille. Et donc, conter, c'est une manière de partager, de transmettre le trésor de l'oralité. C'est une manière aussi de vivre un moment de grande qualité avec d'autres personnes qui sont là en train d'écouter. Nous ne sommes que des passeurs qui permettons à ces mots qui sont nomades et vivants de passer de nos bouches dans les oreilles des autres et ensuite de continuer leur chemin.